Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 10e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site, dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction, un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Bordeaux et d'une habilitation à diriger des recherches de l'École des hautes études en sciences sociales, Florence Bergeaud-Blaclair est chargée de recherche au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique. Elle a publié plusieurs livres, notamment sur le halal, et plus récemment un ouvrage majeur intitulé « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête », publié le 25 janvier 2023 et préfacé par l'éminent Gilles Kepel, qui lui a valu un franc succès, mais également des inimitiés, et c'est peu dire. Florence Bergeaud-Blaclair est sous protection policière du ministère de l'Intérieur depuis ce livre, et sous protection juridique du CNRS, qui assure son aide juridictionnelle. Un de ceux qui ont proféré des menaces à son encontre a d'ailleurs été jugé et emprisonné. Ce travail, pionnier de recherche, explore avec rigueur et profondeur les ramifications du frérisme, offrant ainsi une perspective éclairante sur un phénomène, ou devrais-je plutôt dire, un projet intellectuel, politico-religieux, visant l'instauration d'une société islamique mondiale, le Halal Way of Life. Florence Bergeaud-Blaclair incarne l'excellence académique au plus haut niveau et en a été récompensée par le prestigieux prix Sciences et Laïcité, qui lui a été remis en 2023 pour ce même travail de recherche scientifique. La recevoir aujourd'hui au micro de Paroles contre l'antisémitisme est une exceptionnelle et formidable occasion de comprendre ces mécanismes et d'aborder toutes ces notions complexes et souvent mal comprises dont je parle parfois sur mes réseaux sociaux depuis maintenant presque 6 ans. Savez-vous ce qu'est la taqiyya ? Les termes de sécularisation, de revivalisme, d'apostat, de prophétie califale vous sont-ils familiers ? Avez-vous déjà entendu parler du grand mufti de Jérusalem et de ses accointances avec Hitler et le nazisme ? Ne perdons pas plus de temps et place aux questions, aux définitions et à la rigueur scientifique, et plongeons dans le monde opaque des frères musulmans, dont vous avez entendu parler, chers auditeurs, mais dont, il faut l'avouer, très peu comprennent et connaissent la vision, l'identité et le plan. Décrit sous l'acronyme VIP, dans le livre de Florence Bergeaud-Blaclair. Mon rôle de journaliste aujourd'hui est primordial. Il est de vous rendre accessible et compréhensible toutes ces notions d'utilité publique, afin de vous informer, telle une passeuse. Je renvoie donc la balle avec cette première question à Florence Bergeaud-Blaclair, mais avant je dédie ce 10e épisode au peuple russe, victime d'un attentat revendiqué par l'État islamique. Bonjour Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour madame. Quels sont les chemins qui vous ont mené à vous intéresser au frérisme et à travailler sur les frères musulmans ? Bon, c'est une histoire déjà ancienne. Donc, la première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, c'était à la mosquée El Houda de Bordeaux, alors que je débutais, après une courte carrière en informatique dans l'aéronautique, un début de carrière qui sera beaucoup plus longue en anthropologie. Donc je venais, j'avais plusieurs possibilités, plusieurs choix de master. C'était en licence à l'époque. Et parmi les choix, j'ai choisi, donc on était 3 ou 4 ans après 1989, l'affaire des foulards de Creil. J'ai choisi d'étudier l'institutionnalisation du culte musulman dans un espace urbain, et notamment à Bordeaux, comment les musulmans étaient arrivés, avaient créé leur mosquée, quels étaient les groupes, est-ce que je pouvais décrire en fait ce paysage islamique institutionnel bordelais. Et assez rapidement, sans le savoir d'ailleurs, je suis tombée sur cette mosquée frériste qui était liée à l'UICEF, l'Union islamique des étudiants de France, sur le campus de Talence. Et donc j'allais entre Bordeaux et Talence les interroger. Alors j'ai beaucoup interrogé les femmes, bien entendu, puisque étant identifiée comme femme et le milieu étant non mixte, j'étais donc orientée vers les sœurs musulmanes. Vous parlez d'ailleurs arabe, vous le dites dans votre livre, vous avez plus que des notions ? Alors j'ai appris l'arabe, malheureusement je ne le parle pas, je n'ai pas eu le temps, ni l'opportunité, ni l'intérêt en réalité d'apprendre l'arabe classique, puisque la plupart de mes interlocuteurs ne le parlaient pas.
Mes interlocuteurs parlaient le maghrébin, que je comprends un peu aussi, ou alors le berbère, ou alors le turc, mais évidemment pas l'arabe classique. Donc ça ne me servait pas et j'ai concentré mon énergie sur l'analyse anthropologique de ce que j'avais collecté comme information sur le terrain. Était-ce pionnier à l'époque de travailler sur ce sujet-là ? Oui, absolument. À l'époque, on avait un certain nombre de connaissances sur l'islam en France, qui étaient celles de Gilles Kepel, qui venait de sortir un livre qui s'appelait Les banlieues de l'islam, un livre remarquable et remarqué, puisqu'il faisait état, pour la première fois, de l'existence de groupes islamistes qui voulaient influencer notamment les syndicats, mais dans la région parisienne. Et puis par ailleurs, on avait des travaux sur l'institutionnalisation du culte, mais à Paris, donc les querelles entre la Grande Mosquée de Paris, l'Algérie, les influences algériennes, marocaines, etc. Donc on voyait ça par le haut, mais on n'avait jamais étudié jusqu'à présent ce qui se passait en bas, c'est-à-dire dans la vie quotidienne et hors Paris. Et donc, en étudiant le cas de Bordeaux, je découvrais quelque chose d'assez original. Alors, Florence Bergeaud-Blaclair, nous avons plein de notions à aborder qui sont complexes, peut-être en apparence, mais que vraiment je souhaite transmettre, comme je vous le disais, afin que les personnes qui nous écoutent vraiment apprennent, en sachent plus. Mais avant, j'aimerais savoir, comme je l'ai dit en édito, vous êtes protégé par l'État français. Qu'est-ce qui vous fait tenir et comment vous le vivez-vous personnellement ? Évidemment, c'est une situation difficile à vivre au quotidien. En même temps, si je n'avais pas cette protection policière, je ne pourrais pas faire mon travail puisque je ne peux plus déjà aller sur les campus, on ne m'invite plus et quand on m'invite, la session est généralement annulée au dernier moment. Donc je ne suis plus en sécurité. Et donc, le milieu naturel qui est le mien, puisque je suis chercheur du CNRS, fonctionnaire, ne m'est plus accessible. Donc, je suis obligée de passer par d'autres lieux, enfin, d'autres voies pour faire connaître mon travail. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le faire connaître au grand public. Donc je suis très souvent invitée, je rencontre aussi à titre privé, d'ailleurs je n'en fais pas état parce que je ne veux pas être identifiée à tel ou tel courant politique, mais je rencontre les chefs de parti de la plupart des partis, sauf peut-être à l'extrême gauche, et c'est comme ça que j'essaie en fait de sensibiliser ou d'expliquer, de former à ce que j'ai découvert, parce que j'estime que ce que j'ai découvert n'avait jamais été traité jusque-là. Pour commencer, évidemment, par le début, qu'est-ce que le frérisme et en quoi, aujourd'hui, le frérisme nous concerne, nous, en tant que Français et en tant qu'Européens et en tant qu'Occidentaux? Alors, le frérisme, c'est ce qui est pour moi l'idéologie produite par près d'un siècle d'existence des frères musulmans dans le monde et en particulier en Europe. Jusqu'à présent, c'est pour ça que je disais que j'avais essayé de traiter quelque chose qui n'avait pas été traité, c'est qu'on avait beaucoup parlé des frères musulmans dans les pays musulmans, mais pas en Europe. On n'a pas encore saisi en fait la façon dont ils pensent. On avait un certain nombre de travaux qui disaient voilà, un tel est un frère parce qu'il connaît un tel, parce que, etc. Et donc ce qu'ils veulent, ce sont des intégristes, mais ce qu'ils veulent au fond, c'est prendre le pouvoir dans les pays musulmans. Donc c'est un épiphénomène dans les pays européens. Et moi, je pense que le champ religieux islamique en France a été frérisé depuis les années 1980, que l'essentiel de l'enseignement des écoles coraniques ou de la formation des imams est imprégné de culture islamique frériste. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il était assez urgent de signaler cette particularité. Pourquoi ? Parce que le frérisme n'est pas seulement un fondamentalisme politique, c'est aussi
un mouvement islamique mondial et mondialisé axé sur la mission. C'est un mouvement politico-religieux et non pas juste politique au prétexte du religieux ou inversement. Donc c'est un mouvement politico-religieux qui a pour but d'amener l'ensemble des composantes de l'islam vers l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire Dieu aurait donc par l'intermédiaire du prophète Mohammed inviter les musulmans à créer le califat, c'est-à-dire la société islamique idéale, considérant donc l'islam comme la meilleure des religions, la plus aboutie. Donc ça c'est important du point de vue de l'islam. L'islam est héritier et du judaïsme et du christianisme. Il est la perfection en fait de ces religions du livre. Du judaïsme pour la jurisprudence et les lois et du christianisme pour le côté prosélyte finalement. Non, pas seulement, de façon générale, il s'inscrit dans cette lignée et donc se considère comme la perfection en fait de cette lignée-là, la correction et la perfection de cette lignée-là. Donc c'est la meilleure des religions, donc au fond il ne peut pas réellement cohabiter avec, il donne des statuts de protégés à ce qu'ils appellent les dhimmis, c'est-à-dire les gens du livre, les chrétiens, les juifs, pour ce qui est de l'Europe. Et donc, ils se considèrent comme la seule religion, au fond. Alors, ce qui m'a été reproché, c'est finalement de mettre l'accent sur la dimension programmatique du plan des frères. C'est pour ça que j'ai élaboré ce triptyque de vision, identité, plan, qui est un jeu de mots avec les VIP. Les frères, c'est un peu les VIP du monde islamiste. Donc c'est la vision, transmettre aux enfants notamment une vision du monde qui est très différente de celle qu'ils auraient appris dans les sociétés sécularisées. Donc cette vision, l'histoire commence avec le prophète et finit avec le califat. L'identité est supranationale. Vous êtes d'abord musulman avant d'être de telle ou telle nationalité, de région ou ethnie, et vous êtes lié à une promesse. C'est le plan de Dieu vous a demandé donc d'accomplir un certain nombre de missions, et c'est ce vers quoi vous devez vous axer. C'est une nouvelle, c'est l'affirmation d'une théorie de l'action humaine selon laquelle toutes les activités, toutes les actions quotidiennes doivent être tournées vers cet idéal de la société islamique. Alors, en vous écoutant, vous avez dit « je pense » une ou deux fois, mais dans votre livre, on se rend bien compte qu'il s'agit surtout de faits. C'est peut-être plus un tic de langage, évidemment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'enracinement de ce mouvement remonte à 1924, on va dire, pour un peu schématiser, mais c'est déjà un premier pas vers une explication de ce qu'il se passe aujourd'hui, avec l'abolition du califat ottoman, avec cet esprit et cette volonté de revanche contre la puissance européenne, occidentale, coloniale, donc c'est une forme de décolonialisme, c'est dit très clairement, et c'est dit non pas par vous le relayez, mais c'est dit très clairement dans les textes que vous citez, notamment tous ces mouvements dont le revivalisme radical qui vise l'Occident, puis les occidentalisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, depuis donc cette abolition du califat ottoman, et le lien de cause à effet entre ça et ce qui se passe aujourd'hui, qui est le nouveau terrain de jeu et le choix des frères musulmans de s'en prendre au monde occidental et européen. Ça, c'est très intéressant et les gens ne savent pas ça. Alors, vous avez raison de souligner, quand je dis je pense quelque chose qui a déjà été, à partir d'un certain nombre de travaux qui ramènent des faits, d'autres analyses, etc. Donc, si vous voulez, c'est comme si j'avais mis un espèce de grand puzzle où toutes les pièces étaient distribuées et je les combine à ma façon. Donc, c'est pour dire que dans ce livre, je n'invente rien en réalité. Je prends à la fois des données de première main, de seconde main, des analyses, etc. Et j'essaye de les combiner et de proposer quelque chose qui permette aux gens de comprendre comment pensent les frères. Alors, vous avez aussi raison de souligner l'importance de la chute du califat ottoman qui intervient en 1924, 4 ans avant la création de la Société des frères musulmans, la confrérie, par Hassan el-Banna.
Alors c'est un mouvement qui est issu de ce qu'on a appelé le revivalisme et de l'islam, de la volonté de réforme qui s'appuie effectivement contre l'Occident. Ce sont les empires coloniaux, principalement français et britanniques, qui sont supposés donc avoir agressé l'islam et vouloir finalement le tenir à l'écart, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Les Occidentaux n'étaient pas très conciliants, avaient une politique assez hostile vis-à-vis de l'islam, sauf pour certains qui au contraire le défendaient, ce qu'on a appelé les orientalistes. Mais sinon, effectivement, c'est tout à fait exact. Après, il y avait aussi, et ça, vous ne l'avez pas souligné, mais je pense que je le montre aussi dans mon livre, c'était une volonté réel de faire son autocritique. C'est-à-dire que le mouvement de réforme, c'est aussi un mouvement autocritique de ce qu'avaient produit les musulmans eux-mêmes, ou leur incapacité justement à rentrer dans la modernité, à être fort et finalement à accomplir cette volonté de Dieu d'établir cette société islamique. Et donc, c'est contre l'imitation des anciens que ce mouvement de réforme s'érige. Donc, il faut bien penser ça. Le mouvement salafi est un mouvement à la fois traditionnel dans le sens où il se réfère à la tradition du prophète, mais à la toute première tradition du prophète. C'est aussi un mouvement de réforme. C'est un mouvement qui veut et pour la partie frériste en particulier, qui veut s'adapter à la modernité, qui veut prendre en fait de la modernité occidentale. Parce qu'il y avait un retard. Le meilleur, voilà, il veut prendre le meilleur. Alors oui, parce qu'ils se sentent effectivement en retard, mais parce qu'ils pensent aussi que ce qu'ils ont identifié de meilleur est bien dans la volonté de Dieu. Au fond, l'humanité est musulmane sans le savoir. C'est-à-dire que l'humanité a progressé, même les Occidentaux ont progressé, mais il leur faut maintenant ce supplément d'âme que va leur donner l'islam en réislamisant en fait la connaissance produite par les Européens qui ont besoin en fait d'être véritablement musulmans pour accomplir vraiment la destinée sur Terre. Donc les Occidentaux, il n'y a pas d'altérité dans cette forme d'islam. C'est peut-être l'occasion de parler d'ailleurs d'un des leviers de communication de la revue El Manar, qui est la première revue islamique dont vous parliez, mondialisée, qui vend ces idées-là. On voit d'ailleurs une bataille contre les européanisés, ceux qui propagent les valeurs européennes dans l'Empire ottoman, qui s'organisent avec des valeurs d'émancipation de la femme, avec leurs lois civiles, comme vous dites, je vous cite, leur volonté de séparer la religion de l'État. La revue s'attaque aux athées en Turquie et en Égypte. Donc d'abord, ça montre qu'il y a des querelles internes, intestines, je ne sais pas si elles ont toujours lieu aujourd'hui. Enfin, c'est pas à moi de le dire, je vous laisse la parole là-dessus. Mais ça montre aussi à nouveau que ce fameux acronyme, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, VIP, qu'il y a en effet un plan et qu'on n'est pas paranoïaque quand on explique et qu'on entend d'ailleurs des jeunes sur TikTok, là aujourd'hui où il y a la partie principale des influenceurs, vous parlez de l'influence par le haut et puis par le bas, on va en dire un mot aussi. Quand on voit des jeunes filles dire « mais c'est qu'un vêtement », on voit bien qu'il y a une volonté, qu'il y a une planification, donc qui s'enracine il y a un long moment, depuis 24. Et voilà, et là-dessus, je voudrais vous entendre par rapport à ces preuves, par rapport à ces sources que vous avez mises en avant dans votre livre, qui sont à nouveau très concrètes et empiriques. Oui, alors je reviens bien sûr avant la création des frères musulmans, dans ce mouvement donc revivaliste, où on trouve les classiques, Afrani, Abdou, Rida, ça c'est assez bien documenté, assez bien connu, avec des sensibilités différentes. Jusqu'où faut-il réformer l'islam? Et finalement Rida, qui est un peu le troisième, arrive et dit il faut réformer l'islam le moins possible, il faut plutôt le comprendre, il faut faire un effort de réflexion, l'ijtihad, pour essayer de mieux comprendre les textes, et on verra que finalement il y a tout dans les textes, tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc c'est vraiment l'aboutissement aussi d'une autocritique. Afrani et Abdou pensaient qu'il y avait quand même des choses qui appartenaient à la modernité, qui étaient bonnes à prendre. Et finalement, on va voir avec Rida et avec les suivants que
que ça n'appartient pas à la modernité, ça appartient à Dieu, et certains modernes l'ont compris, mais il faut maintenant aller beaucoup plus loin, et on trouvera dans le Coran et dans la Sunna et dans les efforts qu'on fait sur soi-même, les ressources nécessaires pour entrer dans une modernité, mais qui sera meilleure que la modernité occidentale, athée, qui n'a finalement pas d'avenir, qui est trop matérialiste. Oui, alors d'ailleurs, c'est une occasion, juste avant que j'enchaîne sur une phrase que je voulais lire de Hassan el-Banna, qui est donc le fondateur des Frères musulmans, de définir la notion qui est très importante de sécularisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie pour les personnes qui nous écoutent et ce contre quoi lutte, puisque notre laïcité toute française spécifique est liée à cette notion de sécularisme, et en quoi, justement, les Frères musulmans combattent cette notion-là et ne veulent pas de ça. Le sécularisme, c'est le fait de diviser l'organisation politique en secteurs, le fait de considérer donc qu'il y a le politique, il y a le religieux, il y a le juridique, etc. Donc c'est ça que la modernité post-lumière apporte. Et évidemment, quand elle rencontre, elle veut imposer en fait son organisation dans les sociétés musulmanes, elle rencontre un mur, puisque les musulmans de l'époque sont persuadés que donc Dieu gouverne l'ensemble de tous les secteurs, il n'y a pas besoin de les différencier. Ce qui est vrai aussi de d'autres traditions. C'est des traditions holistiques pour lesquelles il n'y a pas à diviser les choses comme ça. C'est vraiment le produit de la modernité. Ce qui est important de comprendre, et ça Max Weber l'a bien montré, la sécularisation, c'est la division, la spécialisation des domaines. C'est le début de la bureaucratisation. Et donc, c'est aussi la séparation du politique et du religieux. Et ces sociétés musulmanes ne connaissent pas cette séparation, comme toutes les sociétés traditionnelles qui sont plutôt holistiques. Donc cette modernité arrive et elle montre qu'elle a une puissance militaire, intellectuelle, qui séduit en fait ces musulmans qui passent aussi par ces écoles mises en place par les colons. Et donc ils sont dans une vraie dissonance cognitive avec un savoir ancestral et puis un savoir moderne qui est plus puissant, qui est plus émancipé, qui permet de penser. Donc ils sont vraiment dans une position très difficile. Alors il y a ceux qui vont choisir, qui vont tomber du côté de la modernité, c'est-à-dire qui vont renoncer finalement à ce que l'islam ait quelque chose à dire dans l'organisation politique. C'est ce qu'on appellera les modernistes. Je vous fais ça vraiment très caricaturalement. Et puis il y a l'autre côté, ceux qui vont plutôt penser que l'islam en réalité peut, s'il est renforcé, gouverner et amener ce supplément d'âme. Et parmi ces derniers, qu'on appelle les salafis, c'est-à-dire ceux qui veulent revenir, s'inspirer plutôt, ils ne veulent pas revenir aux temps anciens du prophète, ils veulent s'inspirer de ce que le prophète a fait. Il va y avoir deux branches. Une branche qu'on appelle réformiste, qui est partagée, qui n'est pas entre tradition et modernité, prendre le meilleur, mais dans un ensemble quand même qui est sécularisé. C'est Abdou, et puis il y a Rida, qui le suit après, et qui lui, au contraire, plus son âge avance, pense qu'il faut que l'islam soit l'alpha et l'oméga de la vie sociale, politique, économique, etc. Et les frères musulmans, ils arrivent dans cette branche de Rachid Rida. Ensuite, il va y avoir la période des décolonisations, des nationalismes, qui n'est pas favorable, bien sûr, à la diffusion du frérisme, qui, lui, se voit comme quelque chose de mondialisé. Donc, il ne reconnaît pas l'État-nation. Ce qu'il reconnaît, c'est l'État mondialisé, l'Oumma. Donc, elle se met un petit peu en veilleuse par rapport au nationalisme. Tout ça, c'est la différence entre l'islamisme et le frérisme, ce que vous êtes en train d'expliquer, finalement, parce qu'il y a une sorte de pan-islamisme ou de volonté de conquête du monde, qu'on a très bien entendu d'ailleurs dans le discours du Hamas peu de temps après l'attaque en Israël. On a bien entendu un des chefs du Hamas d'abord appeler à un djihad de rue contre les chrétiens, les juifs, et préciser qu'il fallait conquérir la terre entière. Enfin, ça, j'ai vu la vidéo, donc c'était dit très clairement. J'aimerais savoir... Peut-être je vais rajouter un petit élément, parce que c'est pas exactement comme ça que je vois les choses. Disons que
Pour moi, il y a l'islam et il y a l'islamisme. L'islam Oui. comme grande tradition, avec son évolution sociologique, culturelle, etc. Et puis, il y a donc l'islamisme. Et dans cet islamisme, il y a deux façons de voir les choses. Soit on s'arrête finalement à la conquête de l'État musulman, et donc on a des petits califats. Donc on va prendre le pouvoir en Égypte, ailleurs. Soit... et ça va être beaucoup mieux développé. On a, par les frères qui se sont retrouvés en Europe ou aux États-Unis, donc en situation de minorité, et qui, eux ne veulent pas conquérir un État, ils veulent conquérir le monde par l'économie et la culture. Et c'est celui-là que j'ai choisi, mais on peut le contester. C'est celui-là que j'ai choisi d'appeler frérisme. D'accord. Donc le frérisme est une espèce d'islamisme particulièrement bien développé dans les pays libéraux, démocratiques, sécularisés. Donc vous faites bien une différence entre l'islam et l'islamisme, Oui. on est d'accord, et donc vous n'allez pas et vous ne validez pas, dans ce sens-là, le discours de l'extrême droite aujourd'hui, qui est de faire l'amalgame et de dire qui est musulman ou qui respecte les préceptes de l'islam est islamiste. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ce discours-là? En tout cas, je pense effectivement qu'il appartient à une tradition de l'extrême droite française qui est très culturaliste, hein, qui voit le monde en termes de guerre de civilisation gréco-romaine, chrétienne et puis musulmane, etc. Je pense qu'il y a effectivement des conflits de civilisation, mais c'est pas exactement selon ces termes-là. C'est aussi et surtout une option, une vision du monde salafiste. Pour les salafis, l'islamisme, c'est l'islam. Il ne peut pas y avoir en fait autre chose que de l'islamisme, au fond, de ce que nous on appelle l'islamisme. D'accord. Il n'y a pas cette distinction-là. Alors pour ramener, puisque là on est beaucoup dans la théorie ou l'idéologie, pour ramener au conflit aujourd'hui, à la résonance que ça a dans nos sociétés contemporaines, le frérisme peut être donc défini comme le premier mouvement décolonial qui vise à réunir... En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de voilà, montrer. Oui. L'Oumma originelle. Vous avez bien la référence dans votre livre sur le côté originel. Est-ce qu'il y a des résonances avec les mouvements décolonialistes et indigénistes aujourd'hui, l'indigénisme social, culturel et politique de nos sociétés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un croisement des chemins? Alors, d'un point de vue sociologique, je considère que les indigénistes, comme Houria Boutelja et d'autres, ont été très influencés par quelqu'un comme Tariq Ramadan, donc une branche frériste européenne. Ce sont un peu ils n'auraient pas supporté, en fait, de vivre sous la charia. Donc, ils se servent du caractère révolutionnaire, à leurs yeux, et subversif des frères musulmans, mais en réalité, ils ne pourraient pas s'y soumettre. Donc c'est cette espèce ce mouvement a fait beaucoup finalement pour faire avancer les thèses fréristes sans s'y obliger. Regardez Houria Boutelja, alors elle a un petit bandana, mais elle ne met jamais le voile intégral comme le voudraient en réalité les salafis et les frères quand ils sont vraiment très axés sur le texte. Donc, à la fois, ils diffusent le frérisme et à la fois, ils essaient d'échapper aux mailles de son filet. D'une certaine manière, ils sont le pont entre les frères et les mouvements d'extrême gauche ou Antifa comme LFI. Ce sont eux, en fait, qui font diffuser, en fait, tous ces idées entre les deux blocs que sont l'extrême gauche et les frères, les indigénistes. Et comment ils le font? Eh bien, en mobilisant les théories décoloniales, théories qui viennent en fait du post-colonialisme américain, qui n'était pas une idée, c'était pas des théories idiotes en soi. C'était même très intéressant de voir, d'étudier quel avait été l'impact sur les mentalités des gens issus de la colonisation, quel avait été l'impact de cette colonisation sur les gens qui étaient sortis de la colonisation. C'est ça le post-colonialisme, et c'était pas inintéressant. Mais le décolonialisme, c'est autre chose, ça devient une espèce de truc militant qui dit, en gros, qui reprend les thèses du post-colonialisme selon lesquelles, effectivement, les colons ont fait du mal bien au-delà de la période coloniale.
sur l'identité, sur le sentiment d'être soi, d'autodétermination, etc. Sauf que les décoloniaux, pour eux, c'est à perpétuité. C'est-à-dire que les issues de pays colonisés sont à perpétuité des gens qui devront subir ce poids, et donc il faut qu'ils prennent leur revanche contre les populations coloniales. Donc ça ne finit jamais. C'est la même chose que pour les réfugiés de Palestine, ça ne finit jamais. On est réfugié de génération en génération. C'est la même chose que pour le néo-féminisme. On est femme, il va falloir combattre les hommes. Il n'y a pas de possibilité de changer en fait le schéma. Donc c'est juste un schéma renversé par rapport au colonialisme. Alors, vous avez expliqué que le frérisme utilise la cause antiraciste contre nos sociétés libérales. En quoi est-ce qu'il y a une convergence ? Vous l'avez quand même expliqué avec ces mouvements féministes et les mouvements politiques en Europe. Quels sont les marchepieds en Europe et en France du mouvement frériste ? Est-ce qu'on peut identifier, pour les gens qui nous écoutent, des associations, des infiltrations des frères musulmans ? Comment on sait quand on est musulman ? Comment peut-on se protéger de ça ? On veut absolument pas être affilié à ces gens, on veut vivre sa religion tranquillement et être intégré dans la communauté nationale. Comment on peut se prémunir de ça et identifier tous ces mouvements-là ? Alors, généralement, on les trouve donc dans les réseaux associatifs antiracistes, ce que Pierre-André Taguieff appelle le néo-antiracisme, qui n'a rien d'ailleurs d'antiraciste, et qui promeut une certaine forme d'identitarisme, de culture originelle, dont il faudrait jamais se départir, malgré qu'on vit dans un environnement différent. Donc ces mouvements identitaristes sont le lieu privilégié pour le frérisme, pour y faire couver ses œufs. Comme par exemple aussi LFI, j'appelle ça des partis coucous, ça pourrait aussi des associations coucous. Vous savez que le coucou fait couver ses œufs dans le nid d'autres espèces. Mmh. Donc le frérisme ne crée pas ses propres associations, il crée des associations banalisées avec des noms antiracistes, d'aide aux devoirs, etc. Donc l'aide aux devoirs, ça permet de socialiser et puis les enfants dans un milieu halal. Ça permet aussi de donner un certain nombre d'idées de l'islam, même si on utilise des mots du quotidien, mais on fait passer quand même les quelques normes islamiques. Le marché halal joue aussi ce jeu-là, puisqu'il ne se contente pas d'halaliser des viandes, mais aussi des produits cosmétiques, des espaces, etc., des voyages, etc. Donc tout ça, quand vous voyez en fait vous avez des associations qui défendent, des associations féministes qui défendent le voile, c'est évidemment un signe d'existence d'un ADN frériste. Dans le halal, c'est un peu pareil. Ne pas être critique par rapport à l'arrivée du halal, qui est quand même très récente, je l'ai montré dans mon livre, qui arrive à peu près dans les années 80, ne pas comprendre que c'est un objectif de société islamique, donc un objectif califal, eh bien, c'est ennuyeux. Donc déjà, il faut... mais je pense qu'en fait, les musulmans qui se trouvent intuitivement connaissent très bien ce que je veux dire, ils comprennent très bien ce que je veux dire, ils savent quand il y a une pression normative des islamistes sur eux, ils le ressentent. Nous on le voit pas parce que voilà, on sait pas comment ça marche, mais eux le ressentent. Après ils s'y soumettent ou non. Et c'est vrai que la plupart du temps, malheureusement, ils s'y soumettent. On voit les chiffres aujourd'hui qui concernent les enfants, les parents, par rapport à la laïcité, c'est quand même assez préoccupant. La plupart du temps, ils s'y soumettent parce que le coût à payer, si on ne veut pas se soumettre aux normes islamiques imposées par les frères, est trop élevé. Coût social, coût personnel... c'est vraiment trop élevé. Je crois que vous avez reçu Fadila Maroufi, elle vous l'a sans doute très bien expliqué. Oui, elle a vraiment expliqué la façon dont, dans son milieu, le radicalisme est monté, où il y a une pression identitaire très forte de ses frères, de ses parents. Et en effet, je renvoie les personnes, les auditeurs à l'épisode avec Fadila Maroufi, qui est très intéressant. Alors, pour les gens qui nous écoutent, là, on a un peu posé, on a en postulat toute l'idéologie, mais... quel rapport avec l'antisémitisme pourrions-nous dire finalement? Quel est le lien entre l'islamisme et l'antisémitisme? Je vous laisse déjà répondre à cette question.
Alors le lien, d'abord, le frérisme n'est pas le seul vecteur de la transmission de l'antisémitisme aux jeunes issus de l'immigration musulmane. Ça, Mais il l'est quand même, ce que vous dites. Il l'est quand même. Oui. Il est même il aggrave les choses. Il s'en sert aussi. Mais je crois que Georges Bensoussan l'avait bien montré quand il disait l'antisémitisme se tête avec le lait de la mère, qui lui a valu un procès et des tas d'ennuis. On voit aujourd'hui que ce n'est pas faux. C'est-à-dire que dès la plus petite enfance, c'est évidemment ça qu'il voulait dire, on vous explique que le juif, c'est l'ennemi. Il y a des insultes, sale juif. Il y a donc des choses qui sont assez communes en fait dans ces familles. Les frères, notamment par la voix de Youssef El-Kardaoui, qui est l'un de leurs mentors aux frères européens, a toujours dit, donc Youssef El-Kardaoui, qu'il fallait cultiver la haine d'Israël et des Juifs. C'est très important parce que quand on regarde un petit peu leur vision du monde, ils ont le sentiment, en tout cas ils veulent que les Juifs soient finalement les premiers. D'abord, ils occupent des terres sacrées, donc tant qu'on n'a pas repris ces terres sacrées, qu'on ne s'est pas débarrassé, c'est marqué dans la charte du Hamas d'ailleurs, des Juifs, on ne rentre pas dans cette histoire musulmane qui va nous amener vers le califat. Donc c'est la première étape. Il faut se débarrasser de cet État et des Juifs pour rentrer dans l'histoire musulmane. D'où l'allégresse des meurtres qu'on a vus le 7 octobre, c'est que finalement, ces gens-là ont eu le sentiment de faire quelque chose de très bien pour la communauté, pour l'Oumma. Donc cet antisémitisme, il est transmis pas trop explicitement parce que les frères savent qu'ils sont surveillés sur le territoire français, mais il est transmis notamment quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre avec une propagande éhontée pour expliquer que le Hamas est un mouvement de résistance, pour refaire un petit peu l'histoire. Elle est là, la propagande qu'utilisent les frères. Peut-être que je dois quand même préciser une chose pour que le public se rende bien compte que les frères musulmans, c'est une confrérie de probablement quelques milliers, peut-être dizaines de milliers de frères assermentés. Donc vous avez une confrérie secrète, parfaitement hermétique, qu'on ne voit pas. Donc les membres ne disent pas qui ils sont, ils agissent. Ce qui s'appelle la takia. Alors pas exactement, moi je n'utilise pas le terme takia, je vais y revenir après. Donc cette confrérie est secrète. Et puis il y a un deuxième cercle qui est le cercle d'interaction en fait avec le monde social, etc. Parce que pour protéger la confrérie, il ne faut pas que les frères soient connus comme frères. Donc il y a des éléments qui entourent en fait cette confrérie et qui font qui médiatisent en fait les normes fréristes, mais qui sont aussi donc les paravents vis-à-vis de l'extérieur pour protéger le cœur de la confrérie. Comme des poupées russes. Ouais, un petit peu. Et donc cette configuration fait que des fréristes, c'est-à-dire des gens qui diffusent la norme frériste, sont beaucoup plus larges que le nombre de frères musulmans assermentés. Et il y a aussi, on pourrait dire, un troisième cercle de gens qui travaillent pour la confrérie, mais qui ne le savent pas. Alors, et ça, pourquoi ? Ça vient du mode de recrutement. Quand vous êtes... d'abord, vous ne choisissez pas de rentrer chez les frères. Les frères vous choisissent. Ah, d'accord. Donc, dès qu'ils ont repéré une cible, ils vont essayer de la travailler. Donc, il y a plusieurs étapes. Ça peut prendre une dizaine d'années, ça peut prendre moins longtemps. Ça dépend où on est, quand, quelle est la disposition, les dispositions intellectuelles, personnelles de l'individu ciblé. Donc, on l'approche, on lui donne un mentor. Ensuite, s'il satisfait la première étape, il passe à la deuxième étape. On lui apprend autre chose. Sans savoir, toujours. Ah, bien sûr, il ne sait jamais par qui il est approché. D'accord. Mais ça peut être un ambassadeur, un influenceur, par exemple. C'est surtout ça qui est intéressant. D'accord. Les frères ont intérêt à prendre des gens influents, pas le gars qui était devant la porte, évidemment. Donc ils choisissent leur personnage, mais ils ne disent pas qui ils sont. Ils ne le disent que s'ils sentent que la personne est suffisamment motivée pour pouvoir rentrer dans la confrérie. À ce moment-là, ils se découvrent, ils se dévoilent, et ils proposent à l'individu de prêter serment. Mais ça veut dire que pendant toutes ces années, il y a eu donc plusieurs étapes. Les individus choisis n'ont pas su
qu'ils étaient approchés par les frères. Ça fait très secte, ce dont vous parlez. Oui. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une secte. Donc, au fil du temps, la personne est de plus en plus imprégnée de culture et de normes fréristes, mais elle peut être lâchée juste avant de rentrer dans la confrérie, de sorte qu'elle ne saura jamais qu'elle a été approchée, mais qu'elle est susceptible de continuer à propager, en fait, ce qu'elle a appris. Vous voyez comment le frérisme se diffuse, et donc c'est très large. Après, pourquoi je dis ce n'est pas une secte au sens classique du terme? Parce que la secte extrait l'individu de son milieu. Or, les frères font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils endoctrinent dans un milieu. C'est ça l'infiltration, le noyautage, etc. Alors, vous avez dit, je n'utilise pas le terme de taqiyya. Pour moi, c'est exactement ce que j'ai lu ou dans des livres. Pourquoi vous n'utilisez pas ce terme? Alors, j'évite de façon générale d'utiliser le terme en arabe parce qu'ils rendent le débat public tout à fait confus. Par exemple, si vous dites djihad, les gens trouvent que djihad, c'est une guerre. Puis après, il y a des gens qui vous disent oui, mais il y a le djihad du cœur, etc. Donc c'est un peu, on se dit, de quoi s'agit-il exactement? Si vous dites guerre, là, tout le monde a compris ce que c'était qu'une guerre. Donc une guerre, ça peut prendre effectivement des formes violentes. On peut faire aussi mener une guerre de résistance active, disons. Donc on comprend avec le mot guerre les différentes formes que ça peut prendre. Or nous sommes face à une guerre. Nous ne sommes pas face à des mouvements de radicalisation sporadiques. Pas du tout. Nous sommes face à une guerre de très longue durée, en ce moment de très basse intensité avec quelques pics de crise. Mais tout cela est une guerre. Pour la taqiyya, c'est pareil. Taqiyya, personne ne sait ce que c'est. Enfin, les gens disent c'est une dissimulation, ils mentent, etc. Mais bon, en politique, honnêtement, mentir, c'est assez fréquent. Ça fait partie du jeu. Donc, à un moment donné, on ne comprend plus. Bon, moi, je parle plutôt de ruse. Il y a la notion d'infiltration aussi dans la taqiyya. Absolument. Dont vous parlez, de s'infiltrer dans la société. Oui, mais on n'a pas besoin. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'a pas besoin d'un terme spécifique dont on ne comprend pas exactement le contenu. On a besoin juste de termes que nous avons forgés dans notre langage et de nos traditions pour comprendre ce à quoi on a affaire, parce que c'est la meilleure façon de s'en défendre. Je comprends votre démarche. Si vous lisez Machiavel, vous ne trouverez pas taqiyya, mais vous trouverez en fait un certain nombre d'armes psychologiques ou physiques qu'ils utilisent. Donc il faut, pour bien connaître son adversaire, celui qui vous attaque, j'ai bien parlé de guerre, il faut pouvoir y répondre. Alors, ayant dit ça, les frères préfèrent, dans les sociétés pacifiées européennes, les méthodes pacifiques. Elles fonctionnent mieux. Parce que si vous commencez à mettre des bombes partout, vous allez avoir la police, l'armée, etc., et des tas d'ennuis. Les frères ont compris que ce n'était pas la bonne voie. Donc, quand la violence n'est pas nécessaire, c'est Qaradawi qui explique ça très bien, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Il vaut mieux utiliser les autres moyens parce qu'ils sont plus économiques et avec moins de risques de répression. Alors, avant de parler de la Palestine et d'Israël, vous avez parlé du temporel. Ils ont le temps, ils ont l'horloge. Quel est le risque, finalement? Quel est le but? Bon, vous l'avez dit, mais pour bien rappeler aux personnes, quel est l'enjeu pour eux? Quel est leur objectif? Et quel est notre risque à nous, en France et en Occident? Ce sont des théocrates. Les frères musulmans ne sont pas des théologiens, pas des grands théologiens. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus doués, mais enfin, ils s'illustrent pas par ces connaissances théologiques. Ce sont des théocrates. Leur livre, c'est le Coran, la Sunna, la tradition du prophète, et une certaine forme d'ijtihad, non pas pour... j'ai dit que je n'utilisais pas les termes arabes. Ijtihad, c'est l'effort sur soi-même d'interprétation des textes dans un certain contexte. Mais donc, les frères sont des gens du texte et du contexte, mais pour adapter le contexte au texte, et non pas l'inverse. Voyez. Et donc ça, c'est important. Alors, ce qui va nous arriver, c'est simplement que de plus en plus, nous allons sentir une présence lourde. Déjà, je pense que les gens commencent à se sentir. Moi, je fais pas mal de tournées en France et j'ai toujours quelqu'un qui vient me dire ma sœur, mon frère, mon cousin, il est arrivé de ceci et cela. Donc, ça devient une présence un petit peu encombrante. Donc, on est gêné, mais on ne se rend pas compte que c'est un ennemi actif. On a l'impression que c'est la conséquence de la colonisation, c'est la conséquence des problèmes socio-économiques. Donc,
ou c'est la conséquence de la laïcité qui n'est pas très bien faite. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on regarde nos problèmes. On se dit, s'il y a un problème, c'est nous. Et c'est aussi parce que ça nous arrange. On a envie de croire que c'est nous, parce que si c'est nous, alors on peut faire quelque chose sur nous. On peut s'améliorer pour que le problème disparaisse. Or, évidemment, même en s'améliorant, même en étant les meilleurs du monde, si eux, ils ont décidé de faire la guerre, eh bien, on n'y pourra rien qu'à un moment donné, de la faire aussi. Et c'est ça le risque, évidemment, c'est d'avoir une guerre entre une démocratie et une proposition théocratique. Oui, quand vous parlez de théocratie, je crois que c'est, vous me corrigez moi si je me trompe, mais c'était El Hassana qui avait déclaré le Coran est notre constitution. Hassan el-Banna, pardon. Oui. Tout à fait. Oui. Alors pour revenir là aux événements du 7 octobre, comment la cause palestinienne est-elle, si c'est bien le cas, vous allez nous le dire, instrumentalisée par les frères musulmans ? Alors bien sûr, elle l'est instrumentalisée par tous les mouvements islamistes de la planète, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, parce que c'est la première étape de la libération en fait des musulmans pour aboutir au califat. Et c'est évidemment une opportunité formidable le 7 octobre. Si vous faites passer le Hamas pour un mouvement de résistance, ça va vous permettre en fait d'établir toute une propagande sur les raisons pour lesquelles ces résistants ont été obligés de commettre des massacres tellement ils ont souffert. C'est ça l'idée. S'ils ont fait des atrocités, c'est parce qu'ils souffrent tellement. Donc plus c'est pire, plus ils agissent dans la violence et dans le sang, et plus quelque part ils ont des excuses pour le faire. Voilà. Et ça permet de souder l'Oumma. Ça, c'était très intéressant de voir en Angleterre. Je suivais un site qui s'appelle Five Pillars, les 5 piliers. Et dès le début, enfin je veux dire dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, c'était bon les gars, c'est super, on va pouvoir utiliser ça pour se renforcer. Alors, il le disait tout à fait explicitement. On va utiliser en fait la solidarité naturelle des Arabes vis-à-vis des Palestiniens, dont ils ne connaissent pas l'histoire en général, pour renforcer l'Oumma et imposer en fait nos normes. Et ce qu'on peut dire en France notamment, c'est que je sais pas, 90, 95, peut-être 100% en fait des musulmans, à l'exception de l'imam Chalgoumi, n'ont manifesté aucune réelle solidarité en condamnant le Hamas comme mouvement terroriste vis-à-vis de la communauté juive. Ils n'étaient pas là lors de la manifestation de la marche contre l'antisémitisme. Ils n'étaient pas là. J'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le passé avec le grand moufti, le moufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, qui aurait conseillé Hitler sur la destruction des Juifs d'Europe, alors qu'il était le principal dirigeant de la Palestine, qui était encore sous mandat britannique. Quelle incidence et quelle résonance cela a-t-il aujourd'hui, en 2024 ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? On a vu des troupes de Houthis, notamment au Yémen, qui faisaient des saluts nazis, tournés sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça il y a quelques semaines. Est-ce que donc ça a une résonance aujourd'hui ? Alors il est vrai que ce soit le protocole des sages de Sion ou Mein Kampf sont des best-sellers dans beaucoup de pays du monde arabe. Donc déjà, il y a une culture de ces livres-là que nous on n'a pas, puisque je crois que la plupart des gens en France n'ont jamais lu ces livres. Et donc il y a ça. Maintenant, après, il y a évidemment une instrumentalisation de cette histoire-là, de la proximité entre les frères musulmans, le moufti de Jérusalem et les nazis. Mais il faut faire attention parce que en fait là on va vers la diabolisation. En fait, chaque fois qu'on veut diaboliser un ennemi, on l'accuse d'être nazi. Et en fait, ça ne fait pas vraiment avancer la compréhension du phénomène. Ça nous égare. Donc oui, c'est vrai, il y a cette culture-là, il y a cette instrumentalisation-là. Maintenant, il vaut mieux regarder la spécificité du frérisme, comment son texte, comment ces gens réfléchissent, à partir de quoi, quelle est leur méthodologie, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer plutôt que de les renvoyer au pôle négatif du nazisme. Alors, donc, du coup, vous me tendez une perche pour revenir sur les statuts du Hamas. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le sort qui est annoncé pour Israël et pour les Juifs sur ces statuts du Hamas dont nous n'aurions pas parlé et qui explique cet antisémitisme aujourd'hui
Est-ce que vous auriez un mot à dire là-dessus? Alors, ce qui est certain, c'est que dans les statuts du Hamas, alors il y en a deux, on parle de deux statuts. En réalité, il y a des statuts initiaux de 2003, je crois, ou avant qu'il soit élu, j'imagine. Il faudrait regarder la date, je ne me souviens plus précisément. Puis il y a d'autres 10 statuts, mais qui sont en réalité des documents politiques produits en 2017. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est les statuts initiaux, dans lesquels, effectivement, il est tout à fait clair que ce que Dieu a demandé, c'est l'éradication d'Israël. C'est parfaitement clair. D'accord. Ce qui est important aussi à dire, c'est que le même individu qui a joué un rôle central dans l'élaboration de la jurisprudence de minorité pour les frères musulmans en Europe, donc Youssef El-Qaradawi, était un conseiller très important du Hamas. C'est le même personnage. D'accord. Donc ça, c'est quand même remarquable. Le Hamas est une branche des frères musulmans et quand on lit les statuts, il ne se présente pas seulement comme un mouvement de résistance ou de reconquête territoriale, c'est aussi un mouvement, c'est un projet de société. C'est en cela qu'il est profondément frériste. Et comme je vous l'ai dit, il y a ce personnage, Qaradawi, qui a fait le lien. Ce n'est pas rien. Le frérisme cherche à influencer la société moderne mondialisée via la culture et l'économie. Vous avez parlé du halal, selon une stratégie mieux adaptée au contexte démocratique libéral. Ça passe par des partis coucou. Est-ce que vous pouvez alors nous expliquer quels sont ces partis? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans les infiltrations? Notamment, on parlait des influenceurs, de TikTok. Comment la jeunesse peut-elle se prémunir de ça et identifier cette manipulation-là? Il faut que les journalistes, les universités, les écoles fassent leur travail, c'est-à-dire considèrent ce mouvement comme quelque chose qu'on doit étudier, qu'il faut faire connaître. Il faut qu'on arrive aussi à prononcer le mot de frérisme et même parfois d'islamisme. Il y a encore un certain nombre de politiques qui ne prononcent même pas le mot. Donc comment voulez-vous réduire un mouvement dont vous ne prononcez même pas le nom? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des accointances entre alors peut-être pas des partis politiques, mais en tout cas des individus de ces partis politiques, qui peuvent être très influents au sein de ces partis, avec les frères. Il y a probablement aussi quelques convertis, mais c'est pas très très important. L'essentiel, c'est pas qu'ils soient convertis à l'islam, mais c'est qu'ils soient convertis à leur idéologie. Et ça, il y en a. On le voit. J'ai pas envie de citer des noms parce que c'est à chacun de voir et puis je vais avoir des problèmes. Mais bien sûr, il y a des convertis à l'idéologie frériste chez LFI. C'est tout à fait évident. Si vous prenez le cas de la Belgique, à Bruxelles, presque tous les partis, je dirais même tous les partis politiques francophones sont infiltrés, ont de l'ADN frériste. C'est la raison pour laquelle le voile est de mieux en mieux accepté, le halal, le séparatisme au quotidien, au détriment des populations. Parce que les populations ne comprennent rien à ce qui leur arrive. C'est pour ça que mon livre il est lu par une assez large base aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent des réponses. Bon, moi, quand j'ai fait ce livre, je prétends pas avoir 100% juste. Il y a certainement des critiques à en faire. C'est pas la peine de me menacer non plus, ni de me menacer de mort. On peut aussi discuter. Malheureusement, justement, même à l'université, il est impossible pour moi de faire connaître ce travail et d'entraîner justement ce débat pour qu'on puisse s'améliorer, mieux comprendre ce phénomène, déjà en reconnaître l'existence, mieux comprendre ce phénomène, et pour pouvoir s'en défendre. Comment pourra-t-on se défendre d'une idéologie si on ne la connaît pas ? Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que au sein des universités, donc c'est l'académie qui vous refuse l'accès à la parole, à la libre parole. C'est toujours... Ce sont les étudiants ? Non, c'est un mélange. Quand mes conférences sont annulées au dernier moment, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit « Ah, mais on s'est trompé, il y avait pas, la salle n'est pas libre. » Ah oui. Ah oui, c'est toujours parce qu'au dernier moment, on n'avait pas prévu ceci ou cela. Ou là, il va y avoir les examens, quand ma conférence à la Sorbonne avait été suspendue, parce qu'il y avait des examens, fallait quand même faire attention, j'étais sous protection policière, fallait pas aller chercher, aller provoquer, en fait. Donc il y a toujours des raisons, mais qui n'ont rien à voir avec ce que, enfin officiellement, qui ne disent rien de ce que j'ai démontré. Donc mon livre n'est toujours pas soumis à la critique, à la réfutation, selon les règles. Parce que en sciences sociales,
la critique, la réfutation, il y a des règles. On ne peut pas juste prendre, parce que moi, sinon, je vais prendre n'importe quel bouquin, je vais prendre une phrase que je trouve un petit peu tordue, qui m'intéresse, qui dit un peu le contraire de ce que je pense, je la prends. C'est vraiment un truc chez les étudiants qu'on voit très bien. Hein, quand on corrige des copies d'étudiants, c'est hyper facile à voir, et généralement, ça fait des mauvaises notes. Quel rôle jouent les médias et les réseaux sociaux dans la propagation de l'antisémitisme, selon vous, aujourd'hui ? Et qui finance les réseaux fréristes ? Ça fait 2 questions aujourd'hui. Quelles sont les associations, vous en avez quand même déjà parlé, qui pactisent avec eux ? On sait qu'au niveau de l'Europe, il y a une infiltration qui est assez clairement marquée. Alors, c'est difficile, l'infiltration des individus. Bon, oui, bien sûr, il y a des associations, des fédérations comme l'ENAR, comme Fémisso, etc., qui sont bien connues, qui effectivement nourrissent la machine frériste. Mais ça va bien au-delà. Alors, sur le plan financier, on sait que le Qatar finance les frères musulmans, on sait que la Turquie aussi finance les frères musulmans, et l'Union européenne est un gros financeur des frères musulmans parce que l'Union européenne distribue des millions et des millions d'euros chaque année aux associations antiracistes, et notamment aux associations néo-antiracistes, qui sont les associations identitaires, racialistes, néo-féministes, etc. Et donc, ces associations sont très largement infiltrées par les frères qui y voient en fait une opportunité, toujours ces associations coucou, pour se déployer et pour exercer leur influence. Donc il y a pas mal d'argent qui passe par ces canaux-là. D'accord. Et alors justement, comment les associations féministes, est-ce que vous pensez qu'elles subissent actuellement cette mainmise des réseaux fréristes ? Est-ce que... alors, plusieurs questions. Est-ce que ces associations, néo-féministes, ont une mainmise des réseaux fréristes sur leur idéologie et à l'intérieur de leur structure, même, disons-le clairement ? Et deuxième question, comment, aujourd'hui... Quelle est votre vision ? Quel est votre espoir ? Espoir, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais quelle est votre vision pour les musulmans de France ? Et comment pensez-vous que la situation va évoluer ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens se réveillent, pour que les Français de toute confession prennent conscience de ce qu'il se passe et comment lutter contre ça ? En fait, pour répondre à votre première question, oui, les associations néo-féministes sont sous l'influence d'éléments fréristes. Vous n'avez pas besoin en fait de renverser un bureau ou un conseil d'administration dans une association pour l'influencer. Vous pouvez mettre juste 1 ou 2 éléments qui vous expliquent combien ça a été dur pour lui dans sa vie. Prenez par exemple Rima Hassan. C'est une plaisanterie, cette femme. Se présente comme réfugiée palestinienne. Il y a toute une espèce de mythologie autour d'elle. Et voilà, c'est comme ça en fait que les associations infiltrent, en fait, les frères infiltrent le frérisme, d'ailleurs pas les frères, mais le frérisme, c'est ces idées-là, infusent dans le tissu associatif par des éléments comme ça qui viennent généralement d'ailleurs plutôt des indigènes, des milieux comme ça, indigénistes, comme je vous le disais, qui n'acceptent pas en fait la discipline frériste, mais qui s'en font quand même les porte-paroles parce que c'est intéressant, parce que ça marche, parce que toutes les portes leur sont ouvertes, parce qu'on a l'impression que ce sont les authentiques indigènes, ce sont les Indiens de nos cow-boys et nos Indiens, enfin, on voit toutes ces bêtises-là. Et comment faire face à cette infiltration, cet entrisme ? Eh bien, il faut cesser de s'intéresser seulement aux individus, il faut s'intéresser à ce qu'ils disent. Alors souvent, on n'écoute pas ce qu'ils disent. Or, les frères, comme les frérisés en général, disent les choses. Quand ils disent, par exemple, voilà, on a été maltraités, on est victime d'islamophobie, il faut leur poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire ouais, on n'a pas pu porter le voile, ma sœur n'a pas pu porter le voile, ça. Mais est-ce que c'est de l'islamophobie, ça ? Ah, vous êtes raciste. Et vous taisez. Donc, évidemment, tant que l'accusation de racisme fonctionne sur nous, on ne s'en sortira pas. Donc il faut déjà prendre conscience, chacun, que l'accusation de racisme, c'est comme l'accusation d'extrême droite, ça vise simplement à vous faire taire et à vous rééduquer. Donc il faut dire non.
Alors, que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dit ça, justement? Ah oui, vous êtes d'ailleurs, on vous le dit, hein. Toutes les personnes qui rétorquent ces arguments entendent les mêmes réponses. Vous pouvez dire non, je ne suis pas islamophobe si vous n'êtes pas, ou oui, je suis islamophobe parce que c'est tout à fait légal, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez dire non, je ne suis pas raciste, continuons notre conversation. La plupart des gens ont plus peur d'être traités de racistes qu'ils ont peur des islamistes. C'est ça qu'il faut comprendre. Je prends l'exemple d'une femme, je le cite souvent cet exemple, je trouve très parlant, d'une femme qui était venue manifester après que Salman Rushdie ait été agressé il y a 2 ans, et elle tenait le panneau Salman Rushdie en soutien à l'écrivain britannique. Et je la voyais pas très bien. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit mais j'ai peur parce que je vois il y a des gens qui filment. J'ai peur qu'on croie que je suis raciste. J'ai pas peur qu'on ait des problèmes avec des islamistes qui se baladeraient dans le coin. J'ai peur qu'on pense que je suis raciste. Voilà, c'est là où on est. Donc évidemment, tant que cette peur n'est pas levée, et c'est le fruit d'un travail presque d'endoctrinement à l'école. Je veux dire, depuis que vous êtes petit, on vous explique quand même que ces pauvres gens ont été maltraités, la colonisation, etc. On va arriver maintenant à la 3e génération endoctrinée comme ça. Ça suffit. Je veux dire, la colonisation a eu lieu, la décolonisation a eu lieu. Oui, ça n'a pas été une période formidable, mais vous n'y êtes pour rien. Enfin, vous n'y étiez pas. Vous n'allez pas hériter des conséquences de ce que vos ancêtres ont fait. Oui, des conséquences de ce que vous n'avez pas commis contre des gens qui ne l'ont pas vécu. Exactement. Dans vos livres précédents, et là nous en avons parlé, on a parlé de cette notion de halal. Pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, il ne s'agit pas que du halal relié à la nourriture. Il s'agit notamment peut-être de l'économie. Vous avez pas mal étudié ce rapport du religieux et de l'interaction avec l'économie. Et est-ce qu'il ne s'agissait pas de mettre l'économie d'un pays à terre le 7 octobre, selon vous? Et est-ce qu'on peut revenir sur ces justes notions de licite, illicite, halal, haram, qui vont au-delà de la nourriture? Alors, ça peut... Les choses... La question du halal est assez compliquée. Donc, en elle-même, il faut l'expliquer. Donc, halal, ça veut dire licite. Donc, ça veut dire ce qui a été déclaré licite. Mais par qui? La question est là. C'est quand je dis que cette viande est licite, qui l'a dit, qui l'a fait, c'est quoi le processus derrière, etc. Donc déjà, il a fallu construire ce processus dans un environnement sécularisé, industriel. Parce qu'au départ, quand les musulmans sont arrivés, il n'y avait pas de viande halal. Elle s'est développée à partir des années 80. Donc ce process industriel, il a bien fallu le créer. Bon, il nous a été suggéré en fait par l'Iran, qui a été un pays très important dans la halalisation de l'importation des viandes, puisqu'il faisait venir, quand l'Iran, l'État islamique d'Iran s'est créé, il a interdit en fait l'importation des viandes venant des pays occidentaux au prétexte qu'elles n'étaient pas licites. D'accord. Puis comme ça posait quand même des problèmes, il a envoyé ces mollahs dans les abattoirs des pays exportateurs, donc des pays occidentaux, pour la rendre... voilà. Et ce sont eux, en fait, qui ont initié en fait, un début de... Après, ça c'est généralisé, mais un début de processus industriel de halalisation. Quelles sont les conditions? Donc ce sont eux qui les ont inventés au départ, puis après ils ont été aménagés. Il y a eu des associations qui venaient d'Algérie ou d'autres pays, du Koweït, etc., qui ont demandé aussi à pouvoir halaliser leur viande sur place avec d'autres méthodes. Il y a eu une concurrence entre tous ces gens-là. C'était pas assez halal, il fallait que ça soit plus que halal, etc. Bref, c'était... Ça a duré pendant des années. Maintenant, la norme est un petit peu plus stable. Mais pour vous expliquer que c'est une invention, et c'est une invention qui a été copiée sur le kasher d'ailleurs. En termes de... Quand ils sont arrivés, ils ont vu les mollahs, ils ont vu qu'il y avait des rabbins. Et ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on va faire pareil, mais en plus simple. Donc en fait, le halal, c'est comme le conventionnel, sauf qu'on ne fait pas l'étourdissement. En gros, c'est ça. Donc, en dépit, évidemment, de la loi locale. Si on fait un étourdissement, c'est pas que pour l'industrie, c'est aussi pour protéger l'animal. Donc, quand on fait pas d'étourdissement, on se fout un peu de la question de l'animal. Mais comme ils sont très malins, ils ont expliqué que l'animal, c'était merveilleux en islam, qu'on faisait très attention, que l'étourdissement, c'était pas bon, etc. Donc, vous voyez, c'est une question en elle-même qui est assez complexe. Après, vous me parlez d'autre chose, vous me parlez plutôt de
de ce qu'on appelle les boycotts ou le boycott. Ouais. C'est-à-dire BDS et l'influence, enfin en tout cas les pressions, les moyens de pression politique sur Israël. Oui. C'est peut-être ça dont vous me parlez. Oui, moi, en fait, comme vous faisiez le lien entre le religieux qui pénètre l'économie dans votre travail de recherche, je trouvais ça intéressant et je me suis, moi, posé la question en vous lisant, est-ce que c'était pas aussi un moyen de mettre l'économie d'un pays à terre et d'Israël à terre le 7 octobre? Mais comment? Là, on sait que quand même Israël paie le prix de la mobilisation de sa jeunesse. C'est ça, mais on parle de boycott, là. Alors, on parle du boycott qui est une des conséquences, mais on parle aussi d'un pays qui est ralenti parce que sa population est mobilisée pour aller faire la guerre et protéger je pense pas. De toute façon, quand vous êtes en guerre, vous attaquez tout. Vous voulez affaiblir dans tous les domaines, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'Israël en soit au point où... alors c'est vrai qu'il y a eu... les Palestiniens qui venaient travailler, qui viennent plus travailler, mais en fait il y a une solidarité très grande qui a permis aux Israéliens, qui sont quand même de sacrés constructeurs quand on voit ce qu'ils ont fait de leur pays, de se débrouiller assez bien sans ça, de trouver d'autres moyens. D'accord. Donc je sais pas, en tout cas c'était un mauvais calcul s'ils ont essayé de faire ça. Par contre, ce que vous soulevez, c'est important. BDS, c'est vraiment un mouvement déjà ancien qui est né, je crois, au début des années 2000 et qui vise très clairement cet objectif d'affaiblissement. Boycott des investissements et sanctions. Voilà, qui vise très directement à affaiblir Israël. Ça fait partie des armes. Et ça, c'est très efficace, notamment en Europe. Et sur les campus en particulier, BDS, ça fait très longtemps qu'ils sont là. C'est un mouvement antisémite, antisioniste et donc antisémite, et qu'on laisse se développer sur nos campus. Ils ont beaucoup plus de facilité d'accès que moi sur les campus. D'accord. Alors Florence Bergeau-Blaclair, nous arrivons à la fin de cet échange qui est passé très rapidement. 2 questions pour les personnes qui seraient curieuses d'aller voir en dehors de même votre livre, puisqu'on dit souvent, on rappelle souvent, on renvoie vers la charte du Hamas. Peut-on trouver cette charte en ligne si on veut la lire? Absolument. Elle est traduite d'ailleurs par Jean-François Legrain du CNRS. D'accord. Donc on a la source avec tout ce dont nous avons parlé sur les Juifs, le judaïsme, Absolument, Israël. vous trouverez tout ça. J'avais fait aussi un papier pour Le Point dans un numéro spécial Juifs et musulmans qui est paru, je crois, en décembre ou janvier. D'accord. Il est relayé en ligne ou c'est dans Le Point papier? C'est Le Point papier, numéro spécial, vous savez, ces numéros spéciaux, et où je fais justement l'analyse du contenu de cette charte. D'accord. Moi, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est comment se déroulent vos travaux aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Êtes-vous limité dans vos travaux? Comment ça se passe au niveau scientifique, au niveau de vos recherches? Alors là, je suis en période encore de diffusion, de dissémination, et aussi, puisque je fais beaucoup de tournées en France, je note énormément tout ce que les gens me disent, et donc je fais à la fois, je restitue, et à la fois je fais une collecte d'informations. Donc pour le moment, c'est plutôt sur l'impact de l'islamisme et du frérisme que plutôt chez les frères. Mais j'ai des méthodes secrètes pour continuer à travailler et à essayer de suivre en fait ces mouvements que je suis depuis très longtemps. Mais ça, je peux pas vous dire. On a envie de vous demander, mais je ne vous demanderai pas. Et sur le plan effectivement des financements de recherche, évidemment, je suis à la diète puisque tout est bloqué en fait pour moi. À l'université, je n'ai pas de financement de recherche, je n'ai pas de promotion, je n'ai pas de... Alors j'ai des collègues qui en sont désolés et qui me disent combien c'est terrible, etc. Mais ils ne se manifestent pas, ils ont peur. Malheureusement, beaucoup restent discrets, ils ont peur pour leur carrière, pour leur vie aussi. Et donc, évidemment, étant seul, ça n'aide pas. Qui vous soutient aujourd'hui dans le champ médiatique, intellectuel? Par qui êtes-vous soutenu? Par qui vous sentez-vous vraiment entendu? En fait, par tout le monde. Je me sens entendue par tout le monde. J'ai quelques petites accros de gens qui supportent assez mal, mais le soutien est très largement majoritaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de primordial, de très important, selon vous, que nous n'aurions pas abordé? Une question que j'aurais omise, sur laquelle vous souhaiteriez prendre la parole avant qu'on close cet échange, par rapport à notamment à l'antisémitisme, par rapport à tous ces sujets dont nous avons parlé? Alors, par rapport à l'antisémitisme, un peu indirectement, mais le Forif, par exemple.
il faut que le ministère de l'Intérieur clarifie ce forum pour l'islam de France. Parce que pour moi, c'est ce qui est destiné donc à remplacer le Conseil français du culte musulman, Oui. donc à tenir lieu de représentant local et national des musulmans. Et je pense que c'est une machine à faire rentrer le frérisme dans la représentation de l'islam en France, auprès de l'État. Et je suis très inquiète de cette opacité autour de ce nouveau machin, si on peut dire, si je veux emprunter cette idée au général de Gaulle quand il parlait de l'ONU. Qu'est-ce que c'est que cet instrument, comment il fonctionne, pourquoi, qui est dedans. L'infiltration dont j'ai parlé, elle se fait au plus haut niveau, dans les comités de lecture, dans les comités, dans les centres de formation, à nos grands fonctionnaires, etc. La plupart n'ont pas compris ce qu'est le frérisme. Donc, soit il y a effectivement des individus qui font partie de la frérosphère qui font passer leur message par ce biais-là, soit vous avez tous ceux qui n'ont pas compris le phénomène et qui, ne l'ayant pas compris, transforment des frères en ce qu'ils appellent les conservateurs, qui ne sont absolument pas conservateurs pour moi, mais qui sont bien des frères avec une visée, une intention théocratique. Mais alors, juste en corollaire, il y a des interlocuteurs qui existent aujourd'hui pour se substituer à ces gens-là ? Est-ce que ça existe en France ou à plus grande échelle ? Alors la question, qui représente, est-ce qu'il faut absolument, en régime laïque, avoir des interlocuteurs si les interlocuteurs qu'il y a ne sont pas fiables, ne sont pas satisfaisants? Est-ce qu'il faut vraiment tout faire? Est-ce qu'il faut prendre n'importe qui? Pas sûr. Question reste en suspens. Je vous remercie beaucoup, Florence Bergeau-Blaclair, d'avoir répondu présente à mon invitation. Vous pouvez retrouver ce 10e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, également sur le DAB+ de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Très bonne semaine à vous.